Dimanche 5 février 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et toutes nos excuses pour le retard accusé dans son démarrage. Ce dimanche, l'invité du journal reçoit Souleymane Mohamed Gagnoua. Il est membre du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons donc parler de cette participation pour le moins réussie de l'équipe nationale de football, le MENA A-Prime, à la 7e édition du CHAN qui s'est déroulé en Algérie, qui a pris fin hier avec le sacre du Sénégal. Nous allons donc parler de cette participation de notre équipe nationale. Le temps de voir quelques faits de l'actualité de ce jour, avec d'abord cette déclaration des organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation de la société civile nigérienne relativement à la situation d'un de leurs. Il s'agit du coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, qui, comme vous le savez, est incarcéré depuis le 23 janvier dernier au camp pénal de Kolo, suite donc à une affaire dans laquelle il est poursuivi pour une présumée complicité d'incendie de hangar relativement à la situation de Tamou. Je vous propose donc de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Chebou Guissou et Boubacar Ibrahim. Après un long silence devenu presque assourdissant, dû sans doute au rapprochement engagé par le président de la République, les principaux leaders de la société civile nigérienne décident ainsi de couper court à toute velléité. À travers cette déclaration, Nouveau Arzika du MPCR, Moussa Tchangari de l'association alternative et Ali Idrissa du Rotab portent leur voix sur l'arrestation survenue d'un de leurs, mais également sur la tournure que prennent les ajustements des autorités contre les acteurs sociaux. Au cours de ces dernières semaines, les organisations de la société civile nigérienne ainsi que diverses organisations internationales ont appris avec beaucoup de regrets l'arrestation et l'incarcération à la prison civile de Kolo du camarade Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62, accusé d'avoir incendié des hangars sur le site aurifère de Tamou dans le département de Saï. Cette arrestation qui est intervenue après toute une série d'interdictions de manifestations décidées par les autorités de la ville de Niamey marque un tournant dangereux dans la répression des acteurs civiques au Niger. Tout espoir né de l'adoption par l'Assemblée nationale, il y a de cela quelques mois seulement, d'une loi visant la protection des défenseurs des droits humains au Niger. En effet, sur la foi des témoignages recueillis auprès du camarade Abdoulaye Seydou et de ses avocats, nous savons que son arrestation et son incarcération procèdent d'une volonté claire de faire taire un acteur de la société civile dont les prises de position gênent. Face à ce qu'ils présentent un non-respect de certains droits fondamentaux, ces acteurs membres du cadre de concertation invitent le président de la République au respect de son serment. Aujourd'hui, les organisations de la société civile concernées constatent avec beaucoup de regrets que les atteintes aux libertés publiques, notamment les libertés d'expression et de manifestation, persistent et tendent à se banaliser au mépris des garanties contenues dans la Constitution et les instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés par l'État du Niger. Elle constate également que la justice nigérienne continue d'envoyer des signaux inquiétants quant à sa capacité à assumer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyennes et des citoyens. Partant de ces constats, les organisations de la société civile rappellent au président de la République qu'il est de sa responsabilité de respecter son serment.
Invitant la population à plus de détermination et de concentration, le cadre de concertation n'a pas manqué d'appeler le procureur de la République à revoir sa copie et à abandonner toutes les charges retenues contre son camarade incarcéré. Les jeunes du quartier Bangabana, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, ont organisé ce matin une opération de salubrité dans une des ruelles de ce quartier. Une initiative qui vise donc à contribuer par cette action au développement de la localité. Le résumé de cette opération avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou. Convaincus que tout développement de leur commune passe par eux, cette trentaine de jeunes du quartier de Bangabana, rue Pavé, s'est donné comme priorité la propriété de leur quartier. C'est ainsi qu'ils se prennent chaque dimanche pour une opération de salubrité. On a remarqué que ça fait à peu près maintenant 2 ans que les prestataires qui faisaient ça n'est plus là. Donc on s'est dit qu'avec l'approche de la saison de pluie, il vaut mieux qu'on arrive à un peu essayer de dégager un peu le sable qui est sur la rue Pavé. Comme ça, une fois que la voie est dégagée, quand la saison de pluie arrivera, ça va circuler facilement. Voilà l'objet de notre sortie. On avait commencé depuis le dimanche passé et on compte poursuivre ça jusqu'à ce que la rue Pavée soit propre. On a remarqué que vraiment on ne peut pas atteindre l'État. Donc il faut que nous les jeunes, nous puissions nous organiser, sortir et balayer la rue Pavée. Parce qu'on ne peut pas se dire que voilà, il faut attendre tout de l'État. Donc on s'est dit forcément il faut sortir, balayer. Et on va essayer aussi de voir si on peut avoir des bonnes volontés pour nous appuyer dans ce sens aussi. Parce que même ceux qu'on a, maintenant il a fallu quelques personnes qui ont épaulé pour pouvoir acheter les bosses et les pelles. Pour mener à bien cette action communautaire, ces jeunes font face à des difficultés, d'où leur cri de cœur. Le message qu'on veut leur faire passer, il faudrait qu'ils nous appuient encore plus, davantage. Parce qu'avec ce qu'on a, c'est bien, mais il nous faut encore plus. Il faut qu'ils arrivent à vraiment nous soutenir dans ce sens-là. Pour les autorités communales, eux aussi, à leur endroit, il faudrait aussi qu'ils nous appuient. Parce que ce n'est pas à eux de faire ça, mais nous aussi, nous avons le devoir aussi d'aider un peu l'État. Mais il faut aussi qu'ils nous aident aussi en nous apportant le matériel nécessaire pour ce travail. Il est important que les autorités communales et au-delà des bonnes volontés puissent leur donner un coup de main afin qu'ensemble, ces jeunes volontaires soient véritablement un levier de développement. Foot à l'école, c'est l'initiative d'un ressortissant. Foot donc à l'école dans la commune de Tagazar, c'est dans le département de Balayara, région de Tillabéri. C'est donc une initiative d'un jeune ressortissant de cette commune qui a donc eu lieu hier. C'était la 2e édition qui a été officiellement lancée hier au niveau du CSP Al-Fala de Balayara. Le résumé de cette cérémonie d'ouverture de la 2e édition donc de l'initiative Foot à l'école avec nos reporters Nasser Sedou et Adamou Soumana. Fort du succès enregistré par la première édition du tournoi de foot à l'école dans le Tagazar, l'initiateur du dit tournoi, Mesmen Nicolas, convie par la présente la quasi-totalité des écoles primaires de la ville de Balayara, exactement 11 établissements scolaires, à prendre part à la 2e édition de ce tournoi. Un tournoi rehaussé par la présence du premier responsable politique du département qui a d'ailleurs donné le coup d'envoi de la 2e édition foot à l'école de Balayara à la satisfaction des amoureux du ballon rond, venus nombreux assister à l'ouverture de cette compétition. Un tournoi qui se veut la mise en œuvre d'une formation en leadership et coaching réussie aux États-Unis par son promoteur. Donc c'est ce que nous avons appris là-bas. Pour ne pas mettre ça dans le placard, j'ai décidé de concrétiser ça sur le terrain. Je suis allé vers les écoles parce que vous voyez, avant dans le temps, c'est l'État qui s'occupait du sport dans les établissements. On ne va pas toujours continuer à attendre l'État. Les jeunes ont besoin de ce sport. Donc c'est pourquoi j'ai pris le foot de la rue pour l'amener à l'école. Parce que nous voyons l'année passée, par exemple, quand on avait fait la première édition, des élèves qui ont abandonné l'école, bizarrement, sont revenus dans les établissements uniquement pour le foot. Prenant la parole à leur tour, les responsables académiques politiques de Balayara n'ont pas manqué de louer cette belle initiative tout en invitant l'ensemble des filles et fils du Tagazar à apporter leur soutien aux promoteurs pour le rayonnement du football dans cette contrée du pays. Ce que j'aimerais que les gens aient l'esprit de fraternité parce que c'est pour renforcer la solidarité entre les scolaires que M. Mesmer a eu cette initiative. Certes, c'est la culture du sport, mais c'est surtout
la culture de solidarité, la culture de la fraternité qui nous réunit ici. Et dans une compétition, il y aura toujours un gagnant et un perdant. J'exhorte les gens à s'aimer et à cultiver l'esprit positif dans le sport pour qu'il ait en tête que ce n'est pas l'adversité. C'est une belle initiative parce qu'aujourd'hui, vraiment, le football, en général, le sport, vraiment, c'est un facteur de cohésion sociale, d'unité et de solidarité. Et aujourd'hui, c'est ce que le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, est en train de prôner. Vraiment, c'est même dans le cadre scolaire, vraiment, ils vont voir. Il y en a beaucoup. En dehors de la règle de santé, le sport étant la première règle de santé, donc j'ai dit que ça va aussi unir les élèves, les scolaires et au-delà, entre les scolaires et leurs enseignants aussi. De ce fait, je remercie beaucoup vraiment l'initiateur. On doit encore l'encourager, on doit le motiver en tout cas, pour qu'il fasse plus que ça. Notant que le match d'ouverture de ce deuxième tournoi a vu l'école primaire J de Kamat croiser le fer avec Medressa Centre. Un match qui a répondu aux attentes des supporters car les deux équipes ont développé un football de qualité dans le fair play. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à 0 but partout. Il a fallu la science des tirs au but pour voir J de Kamat remporter le match avec 4 tirs réussis contre 3 pour Medressa Centre. La finale de ce tournoi interviendra le 25 février prochain. Belle transition donc de cette initiative du foot à l'école pour introduire notre invité Slimane Mohamed, donc des jeunes qui apprennent à jouer dès le bas âge. On voit bien que ça peut payer et c'est un des résultats, c'est que les jeunes du MENA Aprim, donc qui ont participé à cette 7e édition du CHAN, étaient des jeunes aussi qui ont commencé le foot dès le bas âge. C'est bien cela. Abdou et Abdourazak, pardon, c'est vraiment une très très belle initiative. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation sur ce plateau, remercier l'ensemble de l'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de la radio-télévision Labari pour cette occasion que vous nous offrez. Oui, franchement, moi j'étais très 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 heureux de voir cette initiative et en plus en région, en Balayara, parce qu'en fait il n'y a pas d'autre secret. Et j'ai prévu justement dans notre entretien de parler de cet aspect qui est extrêmement important. Aucun pays, aucun football dans le monde entier ne peut se développer en ignorant la base. C'est ça. Ce n'est pas possible. Exactement. Et regardez ce qui s'est passé hier du côté d'Alger avec la victoire des Lions Aprim du Sénégal face à l'Algérie. Eh bien, il n'y a aucun secret. C'est le travail à la base qui est en train de porter fruit pour le Sénégal. Le Sénégal est en train de tout rafler ces dernières années parce que très tôt, ils ont compris qu'il fallait sortir des sentiers battus de l'ornière en misant véritablement sur les jeunes. Ils ont tourné le dos à la triche sur l'âge parce que malheureusement ça a été une pratique longtemps répandue en Afrique. Très tôt, ils ont pris des jeunes qui ont leur vrai âge et ils les ont inscrits et ils les ont formés, ils les ont envoyés en compétition internationale. Au début, c'était difficile, ils ne gagnaient pas, mais au fil du temps, l'histoire leur donne raison. Et actuellement, nous sommes en train de voir le Sénégal qui est en train de truster tous les titres. Donc, franchement, cette initiative, je dois dire que ça rentre d'ailleurs en fait en phase avec la stratégie de la Fédération nigérienne de football, football scolaire. D'ailleurs, l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, en marge avant, en levée de rideau de la finale de la Coupe nationale, il y a eu la finale interscolaire des jeunes, où c'est même l'équipe de l'IFA qui l'avait remporté, vraiment à la grande joie de tous. On avait vu du beau football. Et après, un championnat qui était quand même très très bien disputé et que nous nous réjouissons pour ça. C'est ça, donc vraiment un travail à la base, ça paye, et puis le Niger aussi sur la lancée. Effectivement, le Niger est sur cette lancée. Vous vous rappelez que nous avons accueilli quand même un certain nombre de compétitions de jeunes ici en 2015, la CAN U17, en 2019, la CAN U20. Actuellement, nous sommes au dernier tour qualificatif pour la CAN U23, après avoir éliminé la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire, qui n'est quand même pas le dernier venu. On a une dernière étape à franchir, Inch'Allah, on l'espère, contre le Soudan, avant de nous retrouver à la CAN U23 au Maroc, plaise à Dieu. Donc, effectivement, nous avons pris véritablement les taureaux par les cornes parce que vous ne pouvez pas offrir un avenir à votre football si vous n'investissez pas dans la jeunesse. Et c'est ce que, à la FiniFoot, au Niger, on a compris. Et d'ailleurs, dans quelques semaines,
il y aura l'inauguration du centre technique de formation de la FENIFOOT. Vous savez que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, en a fait son cheval de bataille. Et nous nous réjouissons d'avoir une oreille attentive, vraiment du côté de la présidence de la République, depuis quelques mois, où le président suit pas à pas les activités. Et quand on lui a proposé le projet de l'académie, avec des jeunes, avec 2 catégories de moins de 13 ans et de moins de 15 ans, et bien tout de suite, il nous a dit, foncez, je suis avec vous. Et actuellement, tout le dossier est ficelé. On a eu les détections au niveau de toutes les régions du Niger. Les meilleurs ont été choisis et ils vont intégrer le centre technique d'ici quelques semaines. Pas de date précise, mais d'ici quelques semaines, ils vont intégrer. Ça se fera, Inch'Allah, au niveau, et ça sera logé au niveau du centre technique de la FENIFOOT. D'accord, merci. Alors, on va donc parler de notre sujet du jour, qui est donc, comme je le disais, cette participation de l'équipe A-Prime à cette 7e édition du CHAN. Ils sont allés, les jeunes, jusqu'en demi-finale, où ils ont malheureusement été éliminés donc, par le pays hôte, l'Algérie. Avant de venir à ça, je vous propose de revenir sur la séquence du retour de ces jeunes héros, on va les appeler ainsi. C'était hier au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est dans cet élément signé Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Allez, 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 sont de retour au Bercail après avoir représenté valablement le Niger en occupant la 4e place du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. L'équipe a été accueillie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par de nombreux supporters, parmi lesquels figure le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bienvenue chez vous, merci beaucoup. Je tiens vraiment au nom du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, au nom du Premier ministre, son Excellence Oumou Mamadou et au nom des membres du gouvernement et du peuple nigérien, vous remercier vraiment pour ce brillant parcours. Nous avons fait un brillant parcours, nous sommes très fiers de vous et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de fêter aussi ça. C'est aussi une victoire. Pour perdre, il faut participer. Et vous avez participé, vous avez montré que vous êtes vraiment des vrais guerriers. Arrivés au centre technique, les poulains de Haroundoula ont été accueillis par le vice-président de la Fédération nigérienne de football, mais également conseiller à la présidence. Ce dernier a salué la performance de l'équipe nationale. Hier encore, j'étais avec le président de la République. Il est très très fier de vous et il va vous recevoir dès lundi, Inch'Allah, pour vous l'exprimer directement. Comme vous le savez, c'est le premier capitaine des équipes nationales. Il a suivi les matchs. Et moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il m'a rappelé même une action du joueur contre l'Algérie, du gardien, qui a touché la balle et elle est sortie en corner par dépit. Le gardien était énervé du fait. Moi, je n'ai même pas vu ça, je vous avoue. J'étais à Oran, mais je n'ai pas fait attention à ça. Pour dire combien il suit vraiment, il suit même toutes les actions. Donc, vraiment, félicitations. Au nom de l'équipe, le sélectionneur Haroundoula a remercié les supporters pour ce soutien combien important. L'ensemble de la population nigérienne pour l'accueil qu'ils ont réservé à notre équipe. Et surtout pour les soutiens pendant tout ce mois de séjour qu'on a eu, déjà en préparation, puis dans cette compétition. Je leur dis vraiment merci. Et nous avons les échos du pays, nous savons qu'ils étaient avec nous et qu'on était un, bien sûr avec leur bénédiction sur le terrain. Je leur dis merci, ça prouve que si véritablement on peut rester unis et concentrés sur le même objectif, il n'y a pas d'obstacle qu'on peut franchir. Poulain de Haroundoula, votre patriotisme a permis de hisser le drapeau du Niger haut, car désormais, quand on parle de foot en Afrique, on parlera également du Niger. Le MENA, le pays est fier de vous. Voilà, donc Suleiman, c'était l'élément sur le retour de ces jeunes. Ils ont donc été accueillis par le ministre déjà à l'aéroport, ensuite le vice-président de la FENIFOOT. C'était quand même une très grande prouesse que ces jeunes ont réalisé, aller jusqu'en demi-finale. Je crois que c'est la première fois. Et on doit saluer cela et aussi dire, comme on l'avait déjà ébauché, que c'est vraiment le fruit d'un travail en amont qui a été fait au niveau de la FENIFOOT. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'il faut d'abord rendre grâce au Tout-Puissant Allah de nous avoir permis de vivre cette aventure à Oran. Il faut également vraiment donner un satisfait général au peuple nigérien, parce que nous étions à Oran, mais il nous est revenu beaucoup de retours très positifs, ou comment le peuple nigérien a vibré à l'unisson au rythme des prouesses de cette équipe, particulièrement avec
les victoires contre le Cameroun et contre le Ghana. Donc vraiment, merci pour les prières, les doigts, toute la ferveur que le peuple a eue avec ces résultats. Et on doit ici également remercier le staff et l'ensemble des joueurs. Et enfin, vraiment, un merci particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, M. Mohamed Bazoum, qui nous a prêté une oreille attentive depuis déjà quelques mois, comme je le disais tantôt. Il a vraiment œuvré, il a tout fait pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles. D'abord pour le stage de préparation à Tabarka en Tunisie, ensuite pour le tournoi final du côté d'Oran. Il était très proche de l'équipe, il était au courant de tout ce qui se passait et il s'imprégnait de la préparation pour que tout se passe bien, pour qu'on ne manque de rien. Vous savez qu'avec quelques mois, on décriait, on regrettait un peu les primes qui étaient impayées. Le président de la République a rapidement donné des instructions fermes pour que cela soit. Et avant le départ pour la Tunisie, toutes les primes ont été payées parce que vous savez que c'est important pour un sportif, pour qu'il soit gratifié, pour qu'il soit récompensé à la hauteur de ses efforts et de son engagement. Donc vraiment, grand merci au président de la République, chef de l'État, qui continue encore d'être aux côtés. Vous avez entendu monsieur le premier vice-président de la FENIFOOT, monsieur Haderi, qui a dit que l'équipe sera rapidement reçue dès ce lundi. Et c'est la preuve que le président, il ne veut pas rester sur ces résultats en Algérie. Il veut rapidement continuer. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'académie, et dont il fait vraiment son affaire personnelle. Donc je pense franchement que c'est une fierté. Je vous rappelle qu'en partant en Algérie, on avait donné comme mission au staff technique, au sélectionneur national de l'Aruna, de dépasser le premier tour. Il n'était pas question de rentrer à la maison. Et quelles que soient les équipes, les adversaires, fut-il le Congo et le Cameroun. Donc vraiment, on avait placé la barre très haut. Et Dieu merci, après un nul assez laborieux contre le Congo, on a pu retrouver notre football et battre les Lions indomptables du Cameroun. C'était déjà une première prouesse. Donc vraiment l'objectif à ce moment était déjà atteint. Une qualification pour l'écart, comme en 2011, où on avait battu le Ghana et le Zimbabwe. On a seulement courbé les chaînes face au pays organisateur, le Soudan. Cette année, on est allé donc aussi en quart. On a battu le Ghana, qui n'est pas également la moindre des nations, qui n'est pas une petite équipe. Et nous sommes tombés seulement vraiment contre l'Algérie, contre le pays organisateur. Et bon, à ce moment, il faut dire que vraiment les héros étaient fatigués parce que vous savez, une compétition de très haut niveau, ce n'est pas évident pour les organismes. Et vu l'aspect vraiment amateur des joueurs, mais franchement, déjà une demi-finale, et on a perdu également le match de classement, mais déjà en étant dans le dernier carré, c'est-à-dire être dans les 4 meilleures équipes, 4 meilleures nations africaines de la catégorie, franchement, c'est déjà... C'est dire, comment dire, c'est chapeau tout simplement. Et c'est vraiment une prouesse qui est extraordinaire. Et je pense, comme vous l'avez dit, d'abord au rajeunissement progressif de l'équipe, mais aussi à la qualité quand même de notre championnat qui nous permet, parce que je vous le rappelle, le CHAN c'est réservé aux joueurs locaux. Quand on participe à 4 éditions du CHAN sur 7, ça fait plus de 50% de compétition. Je pense que cela témoigne d'une certaine régularité. Ce championnat n'est pas parfait, c'est vrai, mais il nous permet d'avoir une équipe nationale assez aguerrie pour être assez présente, être qualifié pour le CHAN de façon régulière. Je pense que c'est extrêmement méritoire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je vous ai dit tout à l'heure que les héros étaient fatigués contre l'Algérie, ensuite contre Madagascar. Il faut se poser de bonnes questions. Pourquoi? Alors pourquoi? Je pense que je commençais déjà à ébaucher les réponses. Il y avait quand même une forme de fatigue. Fatigue physique, mais aussi fatigue mentale. Parce que, et cela, c'est, je pense, dû au manque. Tout à l'heure, je parlais du championnat qui est à parfaire. C'est peut-être le manque d'intensité au niveau du championnat. Et là aussi, il faut stigmatiser gentiment le travail qui est fait au niveau des clubs. Parce qu'on l'oublie. La sélection, c'est la vitrine, c'est le phare. En fait, tout le travail, le vrai travail, il se fait en amont au niveau des clubs. C'est au niveau des clubs que les joueurs vont s'entraîner tous les jours. Et ils jouent un match de championnat, soit en week-end, soit en milieu de semaine. Donc, tout le travail doit se faire là. Donc, je pense qu'il faut que nous ayons le courage et la lucidité de se poser de bonnes questions, nous remettre en cause le travail au niveau de la direction technique nationale, au niveau des clubs, parce qu'il faut que les clubs
commence sincèrement à travailler afin qu'on soit encore plus régulier dans ce genre de compétition. Donc, c'est ce point-là, je pense qu'il nous faut travailler encore davantage, mais c'est de la responsabilité de la FENIFOOT, mais aussi donc de la responsabilité des clubs également, parce que tous dans un élan global, je pense qu'on peut aboutir encore à des meilleurs résultats. En tout cas, on espère que c'est quand même des leçons apprises, parce que oui, et quand vous dites tout cela, et je crois qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut souligner, c'est que cette équipe a quand même un coach qui s'appelle Haroun Abdullah. Je pense que ça aussi, ça a dû peser, parce que c'est quand même aujourd'hui, on va dire, un des meilleurs qu'on a d'entraîneurs ici sur le plan national, parce que c'est lui qui a par 2 fois conduit l'équipe à une édition de Cannes, la Cannes des seniors. Exact. Je crois que Haroun Abdullah n'est plus à présenter. Effectivement, les meilleurs résultats au niveau de notre sélection à la prime, c'est lui qui les a obtenus. Quart de finale au Soudan, on en a parlé tout à l'heure. Demi-finale en Algérie. Ça, c'est sans embâche, c'est très clair. Il faut également mettre la qualification pour la CAN 2012, la première CAN de l'histoire du football nigérien. Et il a d'ailleurs été nominé comme meilleur sélectionneur africain en 2011. Donc, effectivement, cet homme, je pense qu'il connaît très bien les arcanes du football nigérien. Il faut l'encourager encore à faire davantage, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il faut que lui aussi il se remette perpétuellement en cause pour mieux développer sa carrière. Il en a les atouts, il en a les capacités. Je crois qu'il n'a rien à démontrer pour l'instant, mais il peut aller encore plus loin. Pour lui-même, déjà il a fait un cas, ensuite une demi, mais il ne faut pas qu'il se satisfasse de ça. Pourquoi ne pas envisager d'autres challenges? Bon, ce sont des challenges sportifs et personnels qui le regardent, mais moi en tant que proche, en tant que collaborateur, en tant que comité exécutif, je pense que c'est cela qu'il faut, c'est sur ce chemin-là qu'il faut l'aiguiller, l'encourager, parce qu'il peut faire encore beaucoup plus. C'est ça. S'il est peut-être, ce n'est pas une critique, peut-être un peu plus ouvert à l'endroit d'autres suggestions positives, qu'il soit, mais franchement il a beaucoup évolué, il faut lui reconnaître ça. Il a beaucoup évolué sur ce plan, il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus réceptif à certaines critiques quand elles sont constructives, quand elles sont positives, parce que je crois qu'il est en train de comprendre que son résultat positif à lui, ce serait le résultat du MENA et ce serait le résultat du Niger. Donc quand on a le courage d'effacer sa personne et qu'on met le pays en avant, on peut réaliser beaucoup de choses. Alors, vous l'avez plus ou moins dit, hein, il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits lorsque on a suivi la finale, on va en parler, la finale hier entre l'Algérie et le Sénégal. Beaucoup se sont dit qu'en vérité, bon, l'Algérie c'était pas la foudre, l'équipe du MENA, mais je pense que les explications sur la fatigue peuvent expliquer. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses également? Parce qu'on a vu vraiment quand même une équipe d'Algérie qui était prenable même pour l'équipe du MENA. Oui, vous savez, l'Algérie est arrivée en demi-finale Kainka, je dirais. Elle a gagné tous ses matchs 1-0 déjà, dont 2 pénaltys. 4 buts marqués au premier tour, dont 2 pénaltys. Donc l'Algérie était portée par une ferveur populaire extraordinaire. Il fallait être au stade Miloud Adefidouran pour voir comment. Bon, déjà on le savait, l'Afrique du Nord, les Maghrébins, c'est un peuple fanatique de football. Et ils savent supporter, comme on dit. Ils savent supporter les leurs et ils savent mettre la pression sur les adversaires. Ils savent déstabiliser et les adversaires et le corps arbitral. Donc, franchement, je crois que tous ces ingrédients ont contribué à tétaniser notre équipe. On ne la reconnaissait pas. Et ça a joué. Ensuite, je vous ai parlé également de la fatigue mentale et physique, parce qu'on ne peut pas faire... Vous savez, une compétition de 3 semaines, 1 mois, c'est très très dur. Intense, quand vous ajoutez également la période de préparation, qui a duré quasiment 2 semaines en Tunisie, vous ajoutez la compétition elle-même, eh bien, il faut avoir les nerfs très solides. Parce que, voilà, la vie en groupe, etc., il faut avoir la force de régénérer le groupe, de sauvegarder la bonne ambiance du groupe. Tout ça, c'est très, très, très difficile. Donc, je pense que ce sont ces ingrédients qui ont fait que l'Algérie est arrivée jusqu'en finale. Mais il ne faut pas qu'on s'y méprenne. Hein. L'Algérie, bon, on connaît aussi le football maghrébin. Ils sont très techniques. Regardez Niger-Algérie, il n'y a quasiment pas de mauvaises passes, il n'y a quasiment pas de mauvais contrôle. Tout était vraiment un récital bien présenté et vous ajustez tous les ingrédients. C'était difficile que le Niger fasse le poids. Mais hier, contre une équipe à peu près similaire, le Sénégal, l'Algérie a finalement été battue. C'est vrai, au tir au but, ça tient à un tir au but marqué du dernier tireur algérien et celui qui est marqué par le Sénégalais. Mais on revient aux fondamentaux, ce qu'on disait tout d'abord.
J'ai quelques chiffres pour vous. Je suis sûr que vous les connaissez. Le Sénégal a été 3 fois vice-champion d'Afrique en U20. En 2015, en 2017, en 2019. 3 fois successivement. Ils se sont qualifiés à 3 Coupes du Monde U20. Ils ont fait un quart de finale de Coupe du Monde contre l'Espagne en 2019, éliminé, et une demi-finale contre le Brésil en 2015. Donc, vous ajoutez les U17, vous ajoutez la CAN U23. D'ailleurs, la CAN U23 de 2011 a été un peu le noyau de la sélection A qui a remporté la Coupe d'Afrique l'année dernière. C'est Pape Gana Gueye, c'est Aliou Ciss, c'est Pape Soiré. Le sature actuel de l'équipe A. Mais voilà. Et le sature de l'équipe actuelle CHAN qui a remporté le CHAN hier, eh bien, elle provient par exemple, parce que en fait le Sénégal très tôt a compris qu'il fallait vraiment former à la base, comme je le disais. Il fallait former à la base. Il y a eu des grands centres qui ont actuellement une renommée internationale. Je parle de Génération Foot, je parle de Diamba, je parle de Dakar Sacré-Cœur, de Étoile Lusitana. En fait, et tous ces centres ont travaillé à produire de la bonne graine, à produire des bons jeunes, des bons enfants qui ont eu les résultats que nous connaissons actuellement. Je pense qu'il n'y a pas de secret, comme on dit. Il n'y a pas de secret. Les cadres de l'équipe actuellement, ils proviennent particulièrement de Génération Foot. Il y en a 4 qui sont champions du Sénégal en titre, en U20. Et c'est l'école qu'il faut suivre. Ce sont les pas qu'il faut suivre. Et en fait, c'est depuis quelque temps vers ça que nous nous lançons également au Niger. Vous savez, je le disais tout à l'heure, le gros travail doit se faire au niveau des clubs. Mais j'ai été dirigeant de clubs. Les clubs aussi, il faut qu'ils aient des moyens pour travailler. Il faut qu'ils aient des sections des jeunes, de moins de 17 ans, de moins de 20 ans. Une section féminine, parce que le football féminin également, c'est très important. Mais il faut qu'ils aient également un staff qui est compétent. Il faut prendre un entraîneur de haut niveau, un entraîneur adjoint de bon niveau. Il faut avoir un médecin, il faut avoir un administrateur qui vous gère votre administration, il faut avoir un chargé de communication, il faut avoir un préparateur physique, il faut avoir peut-être même un coach mental. Vous savez, et c'est de la ressource humaine qui est chère. Mais si les clubs n'ont pas les moyens, comment est-ce qu'ils peuvent accéder à ces ressources humaines qui vont les aider à grandir? Eh bien, on a posé la question sur la table et nous avons trouvé la solution. Encore une fois, avec l'aide du chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, où dans quelques jours, il y aura vraiment il y a une très grande réflexion qui a été menée déjà depuis quelques mois et nous avons transmis les fruits de ces réflexions à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le football sera soutenu, les clubs de Super League, les 14 clubs de Super League seront soutenus et la Ligue nationale, la Ligue régionale également n'est pas en reste parce que ce soutien va nous permettre également de rediriger les quelques ressources que nous avons de la Fédération au niveau du football de la Ligue régionale et peut-être également de la Ligue nationale. Donc, voilà en fait les vrais défis. Si tous les clubs avaient des U17 et des U20, qui est des championnats régulièrement organisés de ces différentes catégories, eh bien, vous allez approvisionner vos sélections nationales des U17 et des U20 régulièrement avec des joueurs de bonne qualité. Maintenant, on ajoute l'académie dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, je pense que c'est cette voie que nous avons compris également et qui sera salvatrice, qui va nous permettre, pas parce qu'il n'y a pas de résultat actuellement, la demi-finale d'avant-hier est là quand même pour l'en attester, et qui va nous permettre de rentrer dans la régularité et dans la durée des résultats. Être présent régulièrement au niveau de compétition des jeunes en Afrique et pourquoi pas en Coupe du Monde. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2017, on était demi-finaliste de la CAN, ce qui nous a amené à la Coupe du Monde en Inde. Être donc présent régulièrement et surtout vraiment, comme je dis, comme j'aime le répéter, offrir un avenir à notre football. Alors, juste deux dernières questions. Sur la question du soutien, c'est l'État qui va décider, qui va soutenir donc ce football ou c'est ses partenaires? Parce que je me souviens que nous avions reçu sur ce même plateau pour en parler M. Hima Souley, Omar, qui parlait aussi de l'absence de sponsors pour le football. Aujourd'hui, le championnat n'est pas sponsor. Mais vous savez, Abdelazak, c'est l'État qui va financer ou comment ça va? Vous savez, quand on se retrouve dans les rencontres internationales au niveau de la CAF ou de la FIFA, les gens sont étonnés des prouesses du Niger. Quand on leur dit que ces résultats sont obtenus sans aucun sponsor. Mais c'est inimaginable. Il y a des pays où les clubs ont bloqué le championnat par manque de sponsors.
Ici, la fédération fait de son mieux pour allouer quelques subventions, quelques crédits pour permettre au club de fonctionner et afin de permettre que les compétitions se déroulent régulièrement. Depuis 13 ans, le championnat se déroule régulièrement. Tous les championnats, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Vous avez la Super League, vous avez la Ligue nationale, vous avez la Ligue régionale. Et d'ailleurs, il y avait une refonte de compétition. Rappelez-vous, il y a quelques temps encore, on jouait le championnat à 4 ou 5 groupes de 3 ou 4 équipes. Vous ne pouvez pas avoir la compétition si les clubs ne jouent pas. On a refondu ces poules. Finalement, on se retrouve avec une Super League avec poule unique de 14 clubs. Une Ligue nationale, on a créé une Ligue nationale de 20 clubs et nous avons créé un troisième niveau de compétition, la Ligue régionale. Cela permet en fait d'étendre les compétitions parce que tout le monde vous le dira, c'est le b.a.-ba. Tant que vous n'avez pas de compétition, vous ne pouvez pas avoir des joueurs aguerris. Je crois que cette refonte des championnats nous a permis d'avoir les résultats que nous connaissons actuellement au niveau notamment du CHAN. Effectivement, sans sponsor, vous ne pouvez rien faire. C'est avec l'argent des sponsors ou de l'État que vous pouvez faire la formation. C'est ça. Vous pouvez, parce que la formation aussi, elle coûte cher. Regrouper des jeunes, ça coûte cher. Et se déplacer, ça coûte cher. Donner des primes, etc. Donc on a besoin d'argent pour cela. Et je pense que le président de la République l'a parfaitement compris. Il a compris cette proposition de la FENIFOOT. Et je crois qu'il y aura des sponsors qui vont suivre les clubs de la Super League. Il y a des sociétés d'État qui ont été sensibilisées sur la question. Et très rapidement, je pense qu'on pourra avoir ce mécanisme qui sera mis en place. Et mieux, au niveau de la loi de finances, au niveau du budget, il y a des mécanismes qui sont prévus pour alimenter un fonds national de développement du sport pour aider tous les sports et particulièrement le football. Alors, ce serait la bienvenue. En tout cas, dernière question, c'est pour parler peut-être des perspectives de cette équipe du MENA A'. Quelles sont les prochaines échéances? Quelle va être la suite après? Vous savez, je le dis souvent, le football, la planète football est la seule planète où le soleil ne se couche jamais. Il y a tout le temps de compétition. Là, le CHAN est terminé. Ils vont reprendre leur souffle. Actuellement, tous nos efforts sont dirigés vers les deux autres catégories. L'équipe U23, comme je l'ai dit tantôt, qui après avoir éliminé la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire sera face au Soudan pour un dernier tour qualificatif avant la CAN U23 qui va se dérouler au Maroc. Ensuite, il y a l'équipe A qui est également engagée dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Vous savez, actuellement, nous sommes deuxième de notre poule, derrière l'Algérie, et c'est deux pays qui doivent se qualifier. Donc, nous ferons le maximum pour garder cette position de deuxième. Et nous avons une double opposition extrêmement importante et décisive contre l'Algérie en mars prochain. Donc voilà un peu là où ce qui va nous retenir notre attention. Bon, relancer la Super League évidemment, puisque le CHAN est fini. Et cette équipe CHAN, eh bien, les joueurs vont rejoindre leur club pour jouer la Super League et les détections, les observations vont se poursuivre jusqu'au lancement du prochain CHAN qui lui va se dérouler en 2025, mais les éliminatoires vont se dérouler en 2024. Voilà. Merci beaucoup Souleymane Mohamed. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Avec vous, nous avons donc parlé de cette participation de l'équipe A' du MENA, l'équipe nationale de football, à la 7e édition du CHAN, avec donc ce résultat d'une demi-finale, en tout cas de 4e place, on va le dire, puisqu'ils ont joué la 3e place face à Madagascar, qui les a battus 1-0. Merci en tout cas d'être Merci encore, et permettez-moi juste encore une fois de remercier le peuple nigérien qui s'est uni, qui a fait bloc autour de cette équipe. Et on a vu les vertus du sport. Avec le football, en quelques jours, vous avez vu comment l'atmosphère était vraiment conviviale à la fête. Et tous les cœurs, tous les esprits étaient dirigés. C'est dire que vraiment le football est magique. Il faut que les gens se dirigent, soutiennent ces jeunes, soutiennent les équipes, parce que c'est la sève de notre football. Et soutiennent les jeunes et soutiennent tous ceux qui font les sacrifices nécessaires pour que le football vive au Niger. Voilà, merci, le message est passé. Merci donc à vous, merci également à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.